Donc, je m'appelle René Audet, je suis directeur de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM depuis octobre 2014. Je termine mon mandat très bientôt. Le 1er juin, je serai remplacé par Marie Larocque, une professeure du département des sciences de la Terre et de l'atmosphère. Et durant ces 3 années, mon mandat a largement consisté à remettre sur pied l'Institut des sciences de l'environnement, qui, comme d'autres organisations, comme la plupart des organisations, comme on le disait il y a une minute, vivent des cycles, des fois entrent en crise et puis ont besoin à un moment donné d'être repensés. Et je pense que l'évolution du champ scientifique des sciences de l'environnement n'y est pas pour rien aussi. La manière dont le champ a évolué depuis les années 70, ça a un impact sur la manière dont on peut ou on doit s'organiser. Autant pour la formation que pour la recherche en sciences de l'environnement. Et ma présentation aujourd'hui porte là-dessus, fait un historique du champ, s'arrête à certains moments pour discuter de l'institutionnalisation, donc des principaux programmes de formation, certains groupes de recherche importants, certains grands projets qui ont marqué l'histoire donc, des sciences de l'environnement dans le réseau. On ne prend pas le... Bon, en tout cas, je vais me fier là-dessus. Donc, les sciences de l'environnement comme champ scientifique émergent, je dirais, au tournant des années 60-70. On ne parlait pas tellement d'environnement avant ça. C'était les disciplines comme l'écologie qui étaient vraiment porteurs de la réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement. Mais dans les années 60-70, il y a toute une nouvelle littérature qui émerge, une nouvelle problématique dans la société qu'on appelle les problèmes environnementaux et on commence à parler de protection de l'environnement. C'est aussi les années justement de publication d'ouvrages importants qui ont vraiment marqué l'imaginaire à la fois public et populaire, mais aussi scientifique. J'ai mis quelques images là-dessus, donc The Limits to Growth, les limites de la croissance, qu'on appelle aussi le rapport Meadows, qui a été publié par le Club de Rome en 1972, qui est l'application des théories, c'est-à-dire des préceptes malthusiens et des théories des systèmes de l'époque appliquées à la croissance de la production, de la pollution et tout ça, qui nous montrait bien que si on n'effectuait pas un virage rapide et assez radical de nos modes de développement, nous allions arriver à peu près à ce temps-ci, début des années 2000, à un mur. Et donc, c'est vraiment un ouvrage qui a été marquant. Le Printemps silencieux de Rachel Carson aussi a été un ouvrage vraiment important pour réveiller la conscience citoyenne. Alors, on parle de cette époque du début des années 70 comme la période de l'émergence d'une conscience environnementale. Il y a un sociologue, Erskine, qui est un sociologue de l'opinion publique, qui a parlé du miracle de l'opinion publique relativement à l'émergence de cette question dans le discours public et tout ça. Donc, c'est en fait, je raconte ça parce que c'est à ce moment-là que dans les institutions de l'UQ, les sciences de l'environnement émergent comme un champ scientifique et commencent à s'institutionnaliser. Je comprends pas le... Oui, c'est les flèches. Ah non, mais là, c'est parce que... Il y a qu'une fenêtre ouverte. Non, mais ça marche. Oui, ça, c'est pas normal, ça. Reprendre le... Bon, premièrement... Est-ce que je peux poser une question pendant que vous répondez? Je vous en prie. Juste la photo, là. Ah oui, c'est la conférence de Stockholm en 1972, qui est dans le fond l'ancêtre de la conférence de Rio en 1992, le sommet de la Terre qui a donné lieu au développement durable, au déploiement de ce discours du développement durable. Et il y avait aussi une photo d'un masque à gaz, là, parce que pour illustrer aussi l'émergence des mouvements sociaux, du mouvement vert à cette époque-là. Et alors, à ce moment-là, moi, je dois cliquer, je comprends bien. Oui, mais vous pouvez utiliser les flèches aussi. Je pense que c'est plus simple. Merci. Alors... La flèche qui est à l'extérieur. Ouais. C'était pour le contexte plutôt social. Au niveau scientifique, on peut dire que les sciences de l'environnement comme champ scientifique se développent à partir d'un élargissement progressif des unités d'analyse dans plusieurs sciences naturelles, éventuellement de la collaboration entre différentes sciences naturelles. Alors, j'ai créé ce schéma qui essaie d'illustrer comment on arrive à une unité d'analyse qui est très globale, l'environnement,
Mais oui, je m'excuse pour le torticolis de demain. Mais au départ, si on cherche à l'origine des sciences de l'environnement, on va trouver surtout les grands explorateurs, le naturalisme, Darwin, etc., qui travaillent sur des taxons, qui travaillent sur des espèces, donc des unités d'analyse relativement circonscrites, facilement identifiables. On fait des flores, on fait des faunes à ce moment-là. Disons que c'est l'époque de la botanique et du développement de la botanique, des sciences taxonomiques au 19e surtout. Éventuellement, ces sciences-là commencent à penser l'interaction donc entre les unités. Donc on commence à parler de communautés végétales ou animales, d'associations et tout ça. Éventuellement, on développe des concepts un petit peu plus sophistiqués, les biocénoses, le biotope, l'écosystème et tout ça, c'est la première moitié du 20e siècle, où là, c'est l'écologie, la géographie qui commence à englober de plus en plus largement les unités d'analyse qui portent sur ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'environnement. Éventuellement, c'est même le système global qui entre en ligne de compte. La biogéochimie développe notamment le concept de noosphère et tout ça. Et à partir de là, les sciences de l'environnement commencent vraiment à émerger, l'objet environnement. Quand on commence aussi à réfléchir aux facteurs humains, aux interactions humaines au rapport de l'être humain avec l'environnement, les sociétés avec l'environnement, l'écologie urbaine, l'écologie humaine et tout ça, on arrive vraiment à l'ère des sciences de l'environnement et là, on est un peu sorti des disciplines individuelles qui ont développé chacune de ces unités d'analyse. Et donc, à partir des années 60-70, on peut dire qu'on arrive dans les sciences de l'environnement, ce qui, évidemment, ne fait pas disparaître les autres sciences qui ont été pionnières dans le développement de ce champ. Et c'est là où ça commence à s'institutionnaliser à l'UQAM, et vous reconnaissez peut-être Pierre Dansereau, qui est arrivé à l'UQAM à la fin des années 60, au début des années 70, et qui a été un des grands inspirateurs des sciences de l'environnement, en tout cas à l'UQAM, et qui reprend un peu ce que je viens de raconter, qui dit que on passe progressivement des sciences taxonomiques vers une prise en compte de plus en plus large et de plus en plus axée sur le rôle de l'être humain aussi dans son environnement. Et donc, on doit aller vers ce qu'il appelle un cadre écologique construit, parce que Dansereau avait la conviction que les sciences d'environnement devaient se fonder sur les derniers avancements, si on veut, dans la science de l'écologie. Un peu plus tard, il va vraiment parler de sciences de l'environnement, mais bref, on est vraiment à cette période-là quand ça commence à s'institutionnaliser chez nous. Et donc, les programmes en sciences de l'environnement sont mis sur pied à ce moment-là à travers la collaboration de plusieurs départements qui travaillaient déjà sur l'environnement, donc surtout à partir des sciences naturelles au départ. À l'UQAM, la maîtrise en sciences de l'environnement, qui date quand même de 1973, elle a 45 ans à peu près. Donc, c'était le fruit d'un travail de collaboration entre les départements de biologie, de physique, de chimie et de géographie. Assez rapidement, ça s'ouvre aux sciences sociales, mais peut-être moins avec une collaboration avec les départements plutôt que par l'embauche, par exemple, d'économistes en biologie. Mon collègue, maintenant à la retraite, Jean-Pierre Évray, avait été embauché au départ comme économiste au département de biologie. Alors, c'est une dynamique qui a beaucoup changé, mais à cette époque-là, déjà, on commençait à intégrer, on voyait bien l'importance des sciences humaines et sociales pour les sciences de l'environnement. Alors, en faisant un peu de recherche, on a découvert que déjà en 1975, l'UQTR avait une maîtrise en sciences de l'environnement aussi. Je connais moins son histoire. En 1987, le doctorat en sciences de l'environnement, et depuis à peu près la moitié des années 90, le doctorat est en association. C'est donc un programme qui se donne avec 5, je pense, autres institutions de l'UQ. Je pense l'UQTR, l'UQAC, l'UQAR et l'UQAT. Je pense que l'UQO vient d'entrer aussi dans l'entente. En 1990, suite aux demandes des étudiants du doctorat et de la maîtrise, à l'UQAM, on fonde l'Institut des sciences de l'environnement. Les instituts, à l'UQAM, je ne sais pas comment ça fonctionne ailleurs dans le réseau, mais les instituts, c'est des unités académiques qui ont
statut un peu étrange entre la recherche et l'enseignement. L'Institut, chez nous, est responsable du programme de maîtrise et du programme de doctorat, mais en même temps, on relève la politique de la recherche. Alors, ça crée toute une dynamique qui, à la fois, et permet d'enrichir le champ parce que ça croise. Ça permet de créer un lieu où on a les étudiants, on a l'enseignement, puis en même temps, on a les projets de recherche qui se développent à cette époque-là. Des grands projets de recherche, notamment menés dans le nord du Québec, le projet Comerne sur le Mercure, et aussi en Amazonie brésilienne, le projet Caruso, qui ont été des projets qui ont structuré l'enseignement et l'Institut des sciences de l'environnement à l'UQAM. À l'UQTR, il y a même un département qui a été créé finalement en 2013. Et l'UQAM, encore une fois, on vient de créer le bac en sciences naturelles appliquées en environnement. Donc, j'ai un peu par exprès ici, surtout concentré ces quelques faits saillants sur l'appellation sciences de l'environnement, mais comme on va le voir un peu plus tard dans ma présentation, il faut éventuellement ouvrir, faire éclater ce label-là pour bien refléter ce qui est en train de se passer dans le champ des sciences de l'environnement, ici, mais aussi un petit peu partout dans le monde. La question, en fait, c'est celle-là. Est-ce que les sciences d'environnement aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'elles constituent une sorte de métadiscipline qui serait dotée d'un paradigme propre, d'une théorie fondatrice, et que donc, on passe des sciences d'environnement à une science de l'environnement? Est-ce que l'interdisciplinarité, qui est inhérente aux sciences de l'environnement, suffit à définir les sciences de l'environnement? La grande question, en fait, ça devient... C'est quoi les sciences de l'environnement? Et c'est important parce que, comme je le disais au début de la présentation, on structure largement nos unités académiques, la façon de fonctionner, le type de membership sur qu'est-ce qu'on entend par sciences de l'environnement. Et là, il y a diverses tendances dans un débat comme ça, et ça peut apporter des frictions, on s'en doute. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des conflits dans les autres universités qu'à l'UQAM, mais à l'UQAM, ça peut arriver. Et donc, l'Institut des sciences de l'environnement a un peu largement souffert d'une mauvaise organisation du débat sur qu'est-ce que sont les sciences de l'environnement pour qu'on puisse s'organiser en fonction de ce qu'on veut par rapport aux sciences de l'environnement. Et je dirais que les différents arguments ne s'entendaient pas pendant près de 10 ans, ce qui a créé une crise, ce qui a fait en sorte que l'Institut est entré en crise. Éventuellement, même, on a eu une tutelle. Je vais dans les détails, je ne devrais pas. Mais c'est suite à cette tutelle que j'ai été nommé, moi, directeur intérimaire, avec la mission de revisiter un peu ce débat-là, d'essayer de rassembler les gens autour de la table et de relancer l'Institut. Alors, ça ne se fait pas sans un débat sur la nature des sciences de l'environnement, sur qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on partage et quelle serait notre stratégie donc de développement pour les sciences de l'environnement. Il y a 4 grandes tendances actuellement pour définir ce que sont les sciences de l'environnement. Et c'est pas qu'à l'UQAM, là, en fait, c'est en Europe, c'est un petit peu partout dans le monde. Il y a des tendances qui sont plus américaines, d'autres qui sont plus européennes. Mais je vous en parle il y a quelques minutes. Donc, il y a toujours cette idée d'une science environnementale. L'idée qu'il y aurait un paradigme scientifique qui pourrait nous permettre d'englober tous les savoirs, de synthétiser tout le savoir sur l'environnement, et une sorte de théorie générale unificatrice. C'est pas nouveau en sciences, on voit ça souvent en physique, on voit ça dans d'autres sciences, mais on le voit en sciences de l'environnement, c'est largement fondé sur la théorie des systèmes et la théorie des systèmes complexes, qu'on essaie d'appliquer un petit peu à tout et n'importe quoi, et plus on élargit les systèmes, plus ils intègrent ou ils tentent d'intégrer les connaissances relevant du domaine des sciences sociales, et on pense qu'on peut créer une science basée sur l'approche des systèmes. Alors, évidemment, quand on est un chercheur en sciences sociales, souvent, on a déjà un petit recul face aux théories des systèmes, mais d'en plus se sentir intégré dans un système de pensée qui n'est pas le nôtre, sans qu'on prenne en compte l'épistémologie qui nous appartient comme chercheurs en sciences sociales, ça peut heurter.
Alors, c'est une vision qui est peut-être quand même assez audacieuse, mais qu'on voit. En Europe, il y a un centre, le centre à Stockholm, j'ai oublié le nom, mais c'est un centre vraiment important, puis c'est cette vision-là qui domine. Les études environnementales, alors tantôt on parlait d'études autochtones, je m'interroge beaucoup sur le sens des études environnementales et sur les études en général, toutes ces studies-là qui relèvent d'une sorte de thématisation des différents champs de la recherche, du savoir et qui redécoupent un peu les domaines du savoir en sciences, surtout en sciences sociales. En général, on entend par études environnementales les sciences sociales de l'environnement, mais je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça. Il y a une épistémologie qui vient avec les studies, avec les études. C'est surtout un mouvement nord-américain. Les Européens se retrouvent peu là-dedans. Alors, ça aussi, c'est peut-être une version un peu trop partielle des sciences de l'environnement pour qu'on puisse l'adopter puis essayer si on veut, de fonder un consensus autour de ça. Les Sustainability Science, c'est plutôt nouveau. C'est les années 2000 et c'est assez récent. Donc, on pourrait les traduire par sciences de la durabilité, mais en fait, ce sont des sciences interdisciplinaires, on dit même transdisciplinaires aujourd'hui. Le terme est ancien, le terme vient même, je pense, de Piaget. Mais là, ce qu'on entend par transdisciplinaire ici, c'est de travailler avec les acteurs sociaux, travailler en vue de trouver des solutions. Donc, je pense on reste dans un domaine proche de la recherche-action, recherche collaborative, partenariale, intervention, tous les synonymes qu'on a nommés tantôt. Et donc, les Sustainability Science sont des sciences de l'environnement axées sur la recherche de solutions qui se fait en collaboration avec les acteurs du vrai monde à l'extérieur de l'université. Et qui met l'accent sur cette idée de co-construction des savoirs. Finalement, les sciences de l'environnement, qui est le premier terme parmi tous ceux-là à émerger, et qui reste encore, en tout cas pour nous, on l'entrevoit plutôt comme un champ scientifique, moins comme une discipline, moins comme une métadiscipline, plus comme un champ où on va trouver des influences de la plupart des disciplines scientifiques aujourd'hui qui portent sur l'environnement. Donc, on essaie de refuser la logique de division en silos, les logiques très disciplinaires, reconnaître l'importance des autres disciplines et des autres approches, ce qui veut dire aussi reconnaître l'importance, par exemple, d'une science environnementale, l'importance de l'approche des systèmes comme étant une composante des sciences de l'environnement, mais n'étant pas la seule composante. Et donc, ça veut dire qu'on reste, si on accepte cette dernière version, on reste dans une approche relativement ouverte et large qui permet de reconnaître tous les acteurs en sciences de l'environnement dans une université ou dans un réseau comme celui de l'UQ. Encore une fois, notre ami Pierre Dansereau va un peu dans cette direction-là et inspire toute une réflexion sur l'interdisciplinarité. Là, souvent, quand on parle d'interdisciplinarité, on se met à réfléchir en termes de collaboration entre des disciplines. Mais je pense qu'il faut, ça a été dit un peu tantôt quand vous avez parlé, monsieur, c'est les projets de recherche qui donnent lieu à l'interdisciplinarité. C'est la collaboration entre des individus, des chercheurs et leurs partenaires qui donne lieu à l'interdisciplinarité. Et donc, une réflexion sur le généraliste versus le spécialiste est aussi une bonne entrée pour essayer de mieux comprendre le champ des sciences de l'environnement. Et c'est dans cette perspective-là qu'on a donc réécrit les statuts et mandats de l'Institut depuis 2014. Ici, j'ai reproduit donc c'est l'énoncé de mission qu'on trouve dans ces statuts et mandats. Donc, on dit que l'Institut stimule et soutient le développement et l'excellence de la recherche, d'enseignement et des services aux collectivités en sciences de l'environnement. Sans doute qu'on pourrait changer le mot sciences de l'environnement et on aurait la moitié des énoncés de mission qu'on trouve dans l'UQ. Mais la deuxième phrase est peut-être plus particulière. Les sciences de l'environnement ont pour objet les problématiques environnementales découlant des interactions entre processus biologiques, physiques, sociaux et humains. Et donc, en disant ça, on adopte une définition très large qui relève beaucoup plus de la quatrième interprétation que j'ai expliquée juste un petit peu plus tôt. Et en adoptant cette posture d'ouverture, l'idée, c'est d'utiliser l'Institut comme un vecteur pour promouvoir tout ce qui se fait en sciences de l'environnement à l'UQAM et ailleurs,
Pour l'instant, on reste à l'UQAM. L'Institut est une unité uqamienne, mais le programme de doctorat étant en association avec les autres composantes, on s'ouvre de plus en plus à tout ce qui se fait dans le reste de l'UQ. Et donc, cette perspective des sciences de l'environnement comme champ scientifique nous enjoint donc à considérer de manière ouverte et large les sciences de l'environnement, et ça nous amène aussi à revoir qu'est-ce qui se fait en sciences de l'environnement dans le réseau de l'UQ. Alors, tout à l'heure, j'ai présenté dans un encadré là, de cette couleur les programmes en sciences de l'environnement qui portent le titre sciences de l'environnement, mais si on élargit un petit peu notre perspective, on se rend compte que il y a vraiment beaucoup d'initiatives et de domaines de recherche qui relèvent de l'environnement à l'UQ. Donc, j'en ai énuméré quelques-uns. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais on peut penser à l'UQAC, à tout le domaine de l'éco-conseil, la chaire en éco-conseil et les programmes en éco-conseil. À l'UQAR, les sciences de la mer, à l'INRS aussi, tous les travaux sur l'environnement aquatique avec les nombreux centres de recherche. Grill, Rive, etc., le Centre eau, terre et environnement, l'INRS. La forêt, je pense qu'il faudrait ajouter le géotope, les sciences atmosphériques de plus en plus, les sciences de la Terre et tout ça. Et là, si on prend tous ces champs et qu'on les considère sous l'ombrelle des sciences de l'environnement, ben, on peut s'amuser avec des statistiques et essayer de reconnaître ce qu'on fait à l'UQ comme science de l'environnement et se mesurer, se comparer à ce qui se fait ailleurs au Canada. Et c'est ce qu'on a fait. En fait, on l'a fait dans le cadre de l'appel de Apogée Canada, donc qui était un programme de subvention ponctuel dans une période électorale. Donc, c'est un programme un peu spécial. Je vais me limiter à ça. Mais il y avait 1,3 milliard de dollars qui étaient en jeu. Et puis donc, l'UQAM a pris le leadership en disant on va faire une proposition sur les sciences de l'environnement, puis on va rassembler toutes les unités de l'UQ pour backer tout ça, puis justement là, lancer cette ouverture et puis aller plus loin en sciences de l'environnement, commencer à se structurer. Donc, on a fait appel au service de l'UQ, notamment pour repérer les chercheurs et les mots-clés, les thématiques principales en sciences de l'environnement, les plus fortes, qui nous permettaient justement d'identifier nos forces et puis d'argumenter notre demande de financement. Donc, il y a plus de 200 chercheurs qui ont été identifiés à travers toute l'UQ. Et ça, c'est les 7 principaux domaines, énergie et matériaux, climat, météorologie, sciences de la terre, écologie et foresterie, sciences de l'eau, gestion environnementale et transport durable. Donc, c'est les 7 grands domaines où on s'est trouvé plus fort que la moyenne mondiale. Et donc, le MFIR, là, c'est la moyenne des facteurs d'impact relatifs des chercheurs. Alors, je suis content qu'il y ait quelqu'un qui connaisse ça mieux que moi pour l'expliquer si jamais il y a des questions. Mais si on regarde la moyenne, la performance moyenne globale est de 1, donc nos 7 colonnes de l'histogramme sont en haut de la moyenne. Et donc, ce sont des secteurs dans lesquels, à l'UQ, on est relativement fort. On retrouve encore une manifestation de la qualité des recherches en environnement à l'UQ dans ce deuxième histogramme qui, lui, porte sur la contribution dans le champ. La première, le MFIR, c'était un indicateur d'influence dans le champ, donc comment on est repris, cité par les autres auteurs du champ. Et ici, c'est plutôt un indicateur de contribution, donc le nombre et l'importance de nos publications. Et encore une fois, on voit que la moyenne mondiale est à 1, et donc on est supérieur à la moyenne dans plusieurs domaines, certains domaines vraiment considérablement, dont le transport durable. Donc, en conclusion, 3 petites conclusions. Peut-être sur l'historique, je dirais que l'UQ et l'UQAM ont été des précurseurs dans l'appropriation et l'institutionnalisation du champ des sciences de l'environnement, au moment même où les sciences de l'environnement et la thématique environnementale émergeaient dans la société. Nos institutions se sont accaparées le champ. On a été les premiers au Québec et pendant longtemps, on a été les seuls dans le paysage
québécois à offrir des diplômes en sciences de l'environnement. J'ai peu parlé de la recherche, mais c'est la même chose. On a eu des centres de recherche dans divers champs reliés à l'environnement très tôt et plusieurs perdurent encore aujourd'hui. L'évolution du champ, ben, je pense que la présentation puis l'expérience que j'ai vécue comme directeur, moi, m'enseigne m'enseigne l'importance de réfléchir au développement de notre champ, pas seulement dans les institutions, dans l'université, dans nos petits conflits ou nos grandes qualités, mais aussi en essayant de voir qu'est-ce qui se passe au niveau international. Et peut-être que ça peut nous renseigner sur les dynamiques qui se passent au niveau local aussi. Donc, comment se comprendre nous-mêmes, construire notre identité, puis saisir les opportunités, ce qui nous mène au troisième point, dans le fond, pour l'avenir, l'importance de structurer le champ des sciences de l'environnement dans nos institutions et dans le réseau. Ce qu'on fait actuellement à l'UQAM, on n'a pas obtenu la subvention Apogée, mais ce travail qu'on a fait de repérage, d'identification de nos forces porte encore des fruits aujourd'hui. On a fait un petit document qui résume ça et qui a servi à aller présenter à d'autres universités en Europe, notamment à Rennes, en France. Immédiatement, la volonté de collaborer avec l'UQAM et l'UQ sur les questions environnementales s'est manifestée. Alors, par exemple, là, en avril, du 3 au 5 avril, on a tenu les journées interdisciplinaires en sciences de l'environnement Rennes, UQAM, UQ, avec un financement qui nous venait notamment du Consulat de France, un coup de main de l'UQ et de l'UQAM. Et il y avait des chercheurs de, je pense, presque toutes les composantes du réseau. Et ça a été vraiment le début, je pense, d'une nouvelle période de structuration de la recherche en sciences de l'environnement. Et on l'a fait en réfléchissant à un partenariat international, ce qui nous permettait peut-être de nous sortir aussi de nos enjeux très locaux. Et donc, je pense que si on veut profiter de cet élan qui a été donné dans les dernières années, c'est vraiment l'opportunité de le faire. Et puis, il y a une volonté de la part de tous les membres de l'Institut des sciences de l'environnement, en tout cas à l'UQAM, vraiment de se lancer, d'élargir, d'aller chercher les partenaires, de travailler avec les composantes de l'UQ et puis de s'imposer comme les pionniers qu'on a été en sciences de l'environnement. Merci.